bienvenue. Merci, bonjour. C'est donc le premier entretien de la journée. L'idée de ces temps d'entretien est d'approfondir un sujet plus technique, d'aller plus loin sur une thématique qui nous intéresse. Et comme le thème de la journée est la transition écologique, nous avons proposé à Régis de vulgariser quelques notions qui concernent le nautisme. Je sais que tu as plein de choses à dire. Moi, j'ai aussi plein de questions. L'objectif de l'entretien, c'est déjà que j'arrive à parler moins que toi. Ce serait déjà très bien. Premièrement, tu dis que tu es chargé de l'innovation maritime. Quel est le quotidien d'un chargé de l'innovation maritime et comment se fait-il que tu as 2 employeurs? Alors, c'est pas tout à fait 2 employeurs, mais en gros, mon employeur, c'est Audelor, donc l'agence de développement économique local à Lorient. Et donc, je travaille plutôt pour la partie innovation de cette structure. Donc, j'accompagne des porteurs de projets qui ont des projets divers et variés. Ça peut être un porteur de projet individuel, ça peut être une entreprise qui porte le projet, ça peut être juste des questions d'investissement ou ça peut être des questions d'innovation jusqu'à un certain niveau. Et en fait, Audelor me prête une partie de mon temps, un tiers exactement, au pôle mer Bretagne-Atlantique, pour les projets collaboratifs et innovants, c'est-à-dire les projets, on a l'habitude de dire au-delà de 500 000, 1 million d'euros, les entreprises ont plutôt tendance à travailler à plusieurs en mode collaboratif. Et donc là, on a d'autres outils et le terrain de jeu est plutôt Bretagne et Pays de la Loire avec cette structure, quoi. D'accord, on a beaucoup d'étudiants dans la salle aujourd'hui. Je pense qu'ils se demandent que faut-il faire comme formation pour faire ce type de travail un jour. Quel est ton parcours? Alors, je ne sais pas si on va avoir envie de le faire, hein, mais alors, il n'y a pas un parcours particulier. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre. Il faut avoir un certain nombre de connaissances techniques sur les sujets sur lesquels on va travailler, et puis une compréhension du monde économique et politique qu'il y a autour pour essayer de mettre un peu tout ça en musique et de faire correspondre les objectifs et les stratégies. Pour ma part, moi, j'ai fait un DOS matériaux ici à Lorient, d'ailleurs, il y a un petit moment maintenant, et une école de commerce à La Rochelle ensuite, pour avoir une boîte à outils un peu plus étoffée. Voilà. Tu disais tout à l'heure, tu as accompagné des projets, des porteurs de projets dans la sphère du maritime, pas que du nautique, ouais. Mais je pense que tu nous as préparé quelques exemples qui nous concernent, nous, filière nautique. Oui, on s'est dit que ça serait pas mal de parler concrètement un petit peu. Alors, je vous ai mis quelques projets sur lesquels on a travaillé, des projets plutôt locaux. Alors là, c'est la société Bagou, en fait, qui conçoit des bateaux électriques. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je le mets aujourd'hui ici, c'est que ça fait un moment qu'ils travaillent sur le sujet. Et ils se sont dit, un bateau électrique, oui, mais il faut se poser quelques questions avant. Donc déjà, il a choisi un mode de construction sobre, puisque c'est du contreplaqué époxy, qui a ses inconvénients, hein, comme tout, on va le voir, il n'y a pas de solution miracle. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de fabriquer un moule avant de le construire. Donc un moule, c'est 30% de l'impact d'un bateau si on n'en fait qu'un dedans. Donc c'est assez simple à construire avec des petits moyens, peu d'outillage. Ensuite, il a conçu des bateaux très sobres. Donc il s'est dit, d'abord, on va naviguer à 10 nœuds au lieu de 25, ce qui permet de réduire le parc de batterie, la taille du moteur, la taille du bateau, le poids du bateau. Et tous ces facteurs-là, en fait, il y a un effet, une sorte de spirale positive qui fait qu'on a moins de besoin. Donc, d'un coup, de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, ça devient pertinent. Et là, l'exploitant, c'est une école de plongée. Juste pour l'anecdote, en fait, au lieu de faire le briefing à terre et d'aller très vite sur la zone de plongée, eh bien, en fait, les stagiaires arrivent sur le bateau, ils partent en mer, ils font le briefing pendant le trajet à 10 nœuds, tranquille, et ensuite, ils vont plonger sur zone. Donc, il y a un impact sur l'usage. On y reviendra, mais c'est la façon d'utiliser le bateau qui va changer. Et l'exploitant, là, bon, il est en Martinique, ça aide, mais quand je l'ai eu au printemps, il n'avait jamais branché la prise sur le quai du bateau. Alors, il y a des choses beaucoup plus concrètes, très simples. Hein. Une entreprise comme Carnival Nautique, quand elle a été reprise il y a quelques années maintenant, on les a accompagnés sur des investissements. Et là, pour le coup, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner sur le projet d'avant, on utilise beaucoup les dispositifs financiers de la région Bretagne, avec qui on travaille vraiment au quotidien. C'est pas pour faire de la promo particulièrement, mais c'est vraiment, ça marche bien. Et il y a des critères en lien avec la sobriété sur les aides financement. Donc, on est vraiment en pointe là-dessus. Et là, pour le coup, c'est une aide à nouveau de la région Bretagne, mais plutôt sur les investissements, des outils de travail, en fait. Donc là, c'était plutôt des berres hydrauliques, des Manitou, des choses, et vraiment des outils de travail sur lesquels on nous a aidé à financer.
Voilà, donc c'est juste en face ici. C'est Elise qui est ici présent, d'ailleurs, qui expose en bas, qui conçoit des vêtements techniques pour femmes, pour le bateau, donc avec des produits moins impactants, avec un design adapté. Voilà. Et donc là, c'est plutôt une aide à l'émergence de projets, donc avec des petites aides qui permettent de passer les premières marches dans le parcours d'entrepreneuriat. Et là, je vous parlais tout à l'heure du pôle mer. Là, c'est plutôt un projet d'envergure un peu plus importante. C'est une entreprise locale qui s'appelle Aéroforce et qui développe une aile de propulsion pour le transport à la voile. Voilà, et qui, là, on est à Kerguelen, d'ailleurs, au centre nautique de Kerguelen, tout proche. Ils sont en train de tester le démonstrateur à échelle, je ne sais plus, c'est un quart, un truc comme ça. Voilà, donc là on est sur des budgets beaucoup plus importants que les autres, avec des financements qui vont être un peu plus complexes, quoi. Merci pour ces exemples et bientôt peut-être tu vas accompagner un autre projet innovant, c'est Nautic-Lib. Certaines personnes ici dans la salle savent qu'on est en train de concocter ça. On a déjà 5 candidats pour l'appel à projet entreprise qui sont maintenant en phase de préparation et peut-être qu'il y aura au moins l'un de ces 5 candidats qui souhaitera installer ce dispositif de mise en libre service de support nautique sur le territoire du pays de l'Orient. J'espère. En tout cas, ils seront bien accompagnés. Probablement. En tout cas, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la technopole pour laquelle je travaille, il y en a 7 en Bretagne. Donc il y a toujours une technopole disponible pour un porteur de projet en Bretagne. Voilà. Donc il y a plusieurs Régis Guillon en Bretagne. Ouais, il y en a au moins 7. C'est ça, on est clonés. Ouais. Ça tombe bien. Moi aussi, j'ai présenté des slides. On est dans le recyclage. Je recycle aussi les slides de l'année dernière. Tout ça pour vous dire que ces entreprises dont vient parler Régis font pour nous, Région Bretagne, partie de ce secteur industrie, commerce, services. Les collègues qui organisent des événements qui sont dans la salle, l'Ultime Sailing, la Route du Rhum, Défi Azimut, vous faites aussi partie de ce secteur du point de vue statistique pour nous. C'était juste une parenthèse. Il y a un deuxième sous-secteur qu'on intègre dans la grande famille de la filière nautique, c'est celui des gestionnaires de ports de plaisance. Donc à la fois des ports de plaisance, c'est la prochaine slide, des ports de plaisance sur le littoral, mais aussi à l'intérieur de la Bretagne. On a 17 sites portuaires fluviaux qu'on traite également et qui seront aussi pris en compte dans nos chiffres clés. Il y a un troisième, voire quatrième sous-secteur de la filière nautique, ce sont les prestataires nautiques. On les a appelés prestataires, mais derrière ce terme, il y a bien sûr tous les centres nautiques, pôles nautiques, bases nautiques, qu'ils soient sur le littoral ou à l'intérieur de la Bretagne, et qui, aussi spécificité bretonne, ont un modèle socio-éducatif très intéressant qui leur permettent de fonctionner à l'année, donc de maintenir tous ces emplois à l'année. Donc nous, à la région Bretagne, on appelle tout ce beau monde la filière nautique. Est-ce que vous, au pôle mer ou à l'Au-Delort, vous réfléchissez aussi en termes de filière, ou est-ce que ce sont pour vous des 4 sous-secteurs indépendants sans forcément de lien Si, bien sûr, on raisonne en termes de filière, mais effectivement, moi, depuis quelques années que je fais ce métier, je trouve qu'il y a beaucoup plus de passerelles entre les filières, là où avant on raisonnait un peu en silo. Et le nautisme était souvent sous-dimensionné, un peu un peu isolé, moins structuré. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles qui se font, notamment, on a parlé de course au large tout à l'heure, on parle un peu de transport maritime décarboné. Il y a beaucoup de compétences qui sont transversales, finalement, quand on fait de l'électronique, quand on fait du composite, quand on fait des grandes structures métalliques. Voilà, on a besoin de croiser les compétences, et du coup... sur les études qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'il y a peu d'entreprises qui sont monofilières, en fait, qui travaillent que pour le nautisme ou que pour la course au large. Course au large à Lorient, récemment, on a refait une étude, c'est moins de 6% des entreprises qui font qu'une seule filière. C'est plutôt une bonne chose, mais effectivement, un moteur diesel, c'est le même dans un... Voilà, c'est peut-être pas le bon exemple aujourd'hui, mais voilà, c'est les mêmes compétences pour un IMOCA, un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, quoi. Donc des passerelles à travailler, à continuer à travailler entre ces sous-secteurs, et avec un grand enjeu sur la formation, le transfert de compétences. Exactement, ouais. Pérennité des entreprises, formation, emploi, dynamique du territoire, et voilà, et surtout encaisser un peu les variations, puisqu'on sait que voilà, des chocs, on en a eu, on en aura d'autres, et que d'avoir le plus de passerelles et de collaboration possible permet aux entreprises de mieux survivre, quoi.
j'arrive au sujet de notre entretien. Enfin, c'était la transition écologique dans le nautisme. Au moment où nous avons commencé à préparer cet entretien, on était au mois de septembre, le mois de septembre le plus chaud de l'histoire de la France. Le rapport du GIEC le dit, Simon l'a rappelé aussi en préambule, s'il n'y a pas de mesures drastiques de prise, on s'oriente assez fortement, directement vers ce plus 3,2 degrés, avec des conséquences importantes sur l'économie, sur la vie, tout simplement, sur cette planète, sur nos activités. Mais le rapport du GIEC dit qu'il y a aussi des solutions, qu'on est capable de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre des secteurs industriels. La question que je te pose est assez compliquée. Par quoi faut-il commencer quand il s'agit du secteur nautique ? Ouais, c'est une très bonne question. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien. Mais en tout cas... En fait, il y a différents sujets. Le premier, de toute façon, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de choses pertinentes qui ont été dites avant. Là. C'est l'énergie et la consommation d'énergie. Donc, c'est le premier facteur. C'est notre drogue un peu. On est tous drogués à l'énergie abondante et pas chère aujourd'hui. Et donc, je pense que dans la filière, c'est un peu la même chose. C'est qu'il faut se préparer un peu à en consommer moins. Alors, il y a pas mal de choses en fonction du type d'activité. Soit c'est la consommation de carburant si on est sur du moteur thermique. Regarder un peu les alternatives. Changer les usages. Le Boat Club, on en parlait tout à l'heure, c'est un changement d'usage qui je trouve très très pertinent. Il y a tout ce qui est... il y a tout ce qui est aussi autre impact que l'énergie. On parlait de matériaux composites qui ont leurs enjeux. Voilà, c'est très pratique, ça marche très bien, c'est pas très cher. Ça dure longtemps, c'est léger, c'est solide, ça a plein de bons côtés, mais on ne sait pas trop quoi en faire en fin de vie. On ne sait même pas du tout quoi en faire en fin de vie. Aujourd'hui, c'est soit incinéré, soit enfoui. Donc ça fait partie des grands sujets je pense qu'il y a un autre sujet dont on parle un peu moins parce qu'il est un peu moins problématique aujourd'hui et encore que c'est tout ce qui est eau douce. Florent parlait d'arrêter de laver les bateaux avec de l'eau potable. Je pense qu'effectivement ça fait partie des sujets dans la filière nautique où on peut assez facilement trouver des alternatives parce que c'est évident qu'un été, si ce n'est pas le prochain, sera celui d'après, on aura des restrictions d'eau, on l'a déjà eu, sur les ports ou dans les entreprises. Quoi. Il y a quand même une information qui me froisse beaucoup. En fait, il y a 2 informations qui parfois sont un peu contradictoires. Il y a d'un côté ceux qui disent que l'empreinte écologique des bateaux est liée notamment à leur usage, et donc il faut mobiliser ses efforts sur la motorisation, un autre type de motorisation, pourquoi pas l'électrique. Et il y a une autre catégorie qui disent que l'empreinte écologique est plutôt liée à la conception, donc il faut mobiliser nos efforts sur les matériaux, sur l'éco-conception. Qui faut-il croire ? Les deux. Parce qu'on parle de choses qui ne sont pas tellement comparables. L'usage d'un bateau, surtout s'il a un moteur, effectivement, son impact, c'est la consommation de carburant. Pas tant sa construction, finalement, si on fait le bilan sur sa durée de vie, s'il dure 20 ans. Donc là, on va avoir une problématique d'émissions de gaz à effet de serre à cause de la combustion des carburants. Alors que quand on regarde la construction, on va être plutôt sur l'émission de particules, d'intégration d'éléments non naturels dans le milieu naturel, avec les poussières, les styrènes, les solvants, avec les chutes de production de matériaux composites. En fait, c'est vraiment 2 sujets qui se complètent. On ne peut pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre. Je me disais, l'exemple, c'est un peu comme si on avait une fuite d'eau et une fuite de gaz dans une maison, de dire, il y a un qui est plus urgent que l'autre, mais la gravité de l'un ou de l'autre, ça dépend, la solution elle est différente. Enfin, on peut pas les opposer, je pense. D'accord. Donc ça, c'est pour le secteur industriel. Moi, de mon côté, je m'intéresse beaucoup au secteur des activités nautiques et aussi à celui de la plaisance. Et j'ai cherché aussi à voir quelle était la définition de l'État de ces transitions écologiques en matière de base nautique ou de port de plaisance. Et j'ai repris sur les prochains slides les actions qui étaient éligibles à 2 appels à projets que certains d'entre vous connaissent déjà, donc à l'appel à projet base nautique d'avenir et port de plaisance d'avenir. Et donc on peut voir déjà sur la première slide
sur la première slide, vous voyez effectivement que la transition écologique pour les activités nautiques va tourner autour de la préservation de la biodiversité, de l'économie des ressources, eau, électricité. C'est des choses assez classiques qui se font déjà, mais on change aussi un peu de périmètre, on commence à parler de l'impact qu'ont nos usagers, nos clients, à qui on pourrait aussi faciliter l'arrivée en mobilité douce pour faire notre activité nautique. Bien sûr, la gestion des déchets et la décarbonation de l'activité nautique à proprement parler. Donc ça, c'était pour l'appel à projet Base nautique d'avenir. De la même façon, pour l'appel à projet Port de plaisance d'avenir, il y a toutes les actions qu'a mentionné aussi Florent, qu'il met déjà en place, qui étaient éligibles. Donc on voit bien que c'est clair quand même ce que ça veut dire, transition écologique pour les activités nautiques, transition écologique pour les ports de plaisance. On a les définitions. A-t-on les référentiels? A-t-on une méthodologie nationale qui nous permet aujourd'hui de répondre au chantier naval du Grand Val, du Mini-Xurance, qui pourra t'appeler, pas toi puisque tu es sur le pays de l'Orient, mais ton collègue du côté de Saint-Malo, qui pourra répondre, voici monsieur, comment vous allez vous y prendre, vous allez commencer par tel poste de dépense ou telle amélioration de votre chantier naval. Alors, je ne crois pas qu'on ait une feuille de route officielle locale pour chaque activité. Par contre, on a des ordres de grandeur effectivement nationaux ou régionaux avec des déclinaisons qui sont assez précises. Il y a des choses comme la stratégie nationale bas carbone qui existe, qui est une feuille de route nationale. Il y a des choses comme le plan de transformation de l'économie française par le Shift Project, par exemple, qui donne des pistes très très concrètes pour calquer la stratégie, en tout cas la réduction des gaz à effet de serre et les accords de Paris sur chaque filière. Donc c'est assez concret et je pense qu'on peut assez facilement décliner localement sur des entreprises. Par contre, on se rend compte au quotidien que l'entreprise elle a besoin de fonctionner, elle a besoin de payer les salaires et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc nous, notre façon de faire, c'est plutôt de voir. C'est un peu comme à titre individuel, on n'est pas capable de tout changer du jour au lendemain. Par contre, c'est d'essayer d'agir sur les choses sur lesquelles on a la main déjà. Et ce n'est pas toujours les plus gros problèmes parce que, par exemple, je ne sais pas, mais la consommation d'eau, ça peut vouloir dire d'investir dans des cuves, ça peut être de l'investissement. Il y a des petites choses par lesquelles on peut commencer. Je trouve que ce qui est important, c'est de se mettre dans une dynamique, en fait, de commencer à faire quelque chose. Voilà. Alors, de dire comme ça par quoi il faut commencer, ça dépend de pas mal de choses, c'est pour ça que c'est pas mal de prendre le temps de s'en parler, de se rencontrer, de regarder, de faire un peu un bilan de l'activité, des impacts, et puis d'imaginer l'avenir. Ça peut être quoi l'avenir avec moins d'énergie, voilà. Toi, tu utilises effectivement aussi cette façon de présenter les choses au regard des limites planétaires. Oui, effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Est-ce que c'est l'impact de la construction ou l'impact de l'usage qui est important? En fait, finalement, quoi qu'on fasse dans notre petit monde, on agit à peu près sur 9 facteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la limite planétaire. Et donc voilà, ce qui est en orange, c'est ce qu'on a déjà dépassé, ce que la planète est capable de nous fournir. Et donc, effectivement, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de passer de la propulsion thermique à la propulsion électrique. Pour moi, ce n'est pas forcément une solution, c'est un problème différent. C'est-à-dire qu'on va agir sur d'autres facteurs. On va émettre moins de CO2 à l'usage, par contre, on va émettre plus de CO2 et plus de polluants à la construction des batteries, du moteur et de tous les systèmes qui vont permettre d'amener l'électricité, produire l'énergie primaire et amener l'électricité jusqu'au chargeur du bateau, quoi. Donc là, par exemple, sur le cycle de l'eau douce, on n'est pas encore arrivé aux limites. Non, donc on peut encore sauver des choses. Mais c'est très inégal en fonction des régions et des saisons. Et puis ça évolue très vite. Ouais. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui de façon concrète les facteurs qui ont conduit au dépassement de certaines limites? Comme ça, on peut aussi imaginer les actions sur... Oui, en fait, c'est nous, tout simplement. S'il y en a qui en doutaient, parce qu'en fait, on entend souvent dire que oui, mais la planète, elle se réchauffe toute seule. Voilà. Toutes les études de tous les scientifiques du monde entier, du GIEC principalement, montrent que 98% de l'impact, c'est nous, c'est l'activité humaine. Voilà, avec tout ce que ça peut vouloir dire, artificialisation des sols, utilisation de ressources fossiles.
consommation à tout va. Donc le problème, c'est nous et notre façon de vivre, en fait. Donc effectivement, la transition, ça ne va pas être juste mettre du green dans nos réservoirs, ça va être changer de vie, comme disait Simon tout à l'heure. Ouais. Changer de mode de consommation. Ouais, j'ai entendu un chiffre la semaine dernière. Voilà. Si on veut respecter justement les accords de Paris, être en dessous de 2 degrés, ce qui est déjà un peu catastrophique, mais un bébé qui naît aujourd'hui va devoir vivre avec moins de 1/10 du pouvoir d'achat de ses grands-parents. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait, de respecter nos engagements. D'accord, on le note. Ça met l'ambiance, hein. Non, mais c'est bien d'avoir des ordres de grandeur. C'est quand même toujours important de savoir sur quoi on peut agir pour que notre impact soit important. Puisqu'effectivement, il y a toujours les gestes, et notamment les gestes individuels auxquels on est poussé parfois. Mais nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a peut-être une coordination, il y a peut-être un geste collectif, il y a une mobilisation de toute la filière, avec le soutien de toutes ces structures qui accompagnent les acteurs socioprofessionnels, qui peut se faire. Et peut-être que ça se fait plus facilement si on est plusieurs à y croire, si on est plusieurs à aller vers le même cap. Oui, et puis il faut entraîner tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, j'aime pas le terme d'exemple, mais il faut faire les choses et espérer que les autres suivent. Il y a un autre chiffre, c'est qu'on a à peu près la main sur 45% de notre impact carbone, sur les 10 tonnes dont parlait Simon tout à l'heure. On a 45% en main, c'est notre choix. 55%, c'est le collectif, c'est le monde dans lequel on vit en fait. Donc effectivement, il faut les deux. Il faut les actions individuelles et il faut les actions collectives. Le collectif, on y croit beaucoup à la région Bretagne. Et c'est notamment notre mission avec cette journée de parler coordination, de parler mobilisation des différents sous-secteurs de la filière nautique. Est-ce que tu as un message de fin, à la fois pour tes collègues des autres agences de développement ou pour les porteurs des projets actuels et futurs ? Ça serait surtout ce qu'on vient de dire, un jouet collectif, c'est-à-dire que plus ça va aller, je pense qu'on va avoir des défis à relever dans les années à venir, c'est plutôt de s'entraider plutôt que de se faire concurrence, travailler ensemble, réfléchir, se poser les bonnes questions, parce que quand on pose une mauvaise question, la réponse est forcément mauvaise, voilà, et puis penser à l'usage. On dit souvent qu'en fait une solution c'est 30% de technologie, 70% d'usage. J'aime bien quand on parlait du bateau électrique tout à l'heure, c'est exactement ça. On ne peut pas transposer notre mode de vie aujourd'hui avec un mode de vie plus sobre. C'est vraiment, il va falloir changer profondément. Et je pense que le collectif là-dessus est important. Et puis l'échelle régionale, locale, est vraiment importante. Et ce qu'on peut faire vraiment là avec notre voisin, c'est vital, quoi. Donc ça serait ça. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut applaudir Régis d'avoir accepté ce défi. On peut applaudir Sabina aussi.